Quand on prend une machine hyper complexe, disons, je sais pas, le moteur d'une voiture super moderne et qui commence à faire un bruit métallique bizarre, notre premier instinct, c'est souvent de choper une clé anglaise et de resserrer le premier boulon qui a l'air un peu lâche. Ouais, parce que ça donne l'impression d'agir, quoi. C'est du concret. C'est ça, on a l'impression de reprendre le contrôle. Mais le truc, c'est que si le fait de serrer ce boulon-là précisément, bah, ça désaligne toute la courroie de distribution, on se retrouve avec le moteur qui explose sur l'autoroute 10 km plus loin. Ah oui, le petit bruit devient une catastrophe totale pour le coup. Exactement. L'intervention directe, sans vraiment maîtriser la mécanique globale, ça pardonne pas. Et c'est exactement le cœur de notre décryptage d'aujourd'hui. On va se plonger dans une œuvre qui remet complètement en question cette impulsion très séduisante de vouloir tout réparer par l'intervention directe, surtout quand le moteur en question, c'est la société humaine. C'est un sujet fascinant. Et pour ça, on va s'appuyer sur des extraits de l'édition révisée de 1892 de Statique sociale, qui est complétée par un autre texte, L'individu contre l'État. C'est du philosophe britannique Herbert Spencer, et la première version remonte quand même à 1850. Ouais, ça date un peu, mais la résonance est folle. Le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi la quête directe du soi-disant bonheur par les gouvernements mène, selon l'auteur, souvent au désastre. Tout à fait. Et on va voir que Spencer ne se contente pas de critiquer, hein. Il propose une alternative vraiment radicale, une approche scientifique, voire biologique de la morale humaine, ce qui l'amène à formuler ce qu'il appelle son fameux premier principe de liberté égale. Alors, petite précision avant de foncer, pour tous ceux qui s'intéressent au débat moderne sur le rôle de l'État, ces textes offrent une perspective historique qui bouscule pas mal nos certitudes. Mais attention, je préfère être clair, les idées qu'on présente ici sont celles de l'auteur. Notre but, c'est de les analyser pour leur valeur philosophique, de comprendre sa mécanique de pensée, sans prendre parti ni valider politiquement, évidemment. C'est essentiel de le rappeler, oui. Parce que Spencer, il écrit au XIXe siècle, une époque où on est complètement obsédé par l'idée de transformer toutes les disciplines en sciences exactes. Et pour bâtir sa propre science de la société, il doit d'abord démolir l'idée dominante de son époque, à savoir l'utilitarisme. L'utilitarisme, porté notamment par Jeremy Bentham, c'est bien ça? Exactement. En gros, c'est cette doctrine qui dit que la boussole politique ultime, c'est d'atteindre le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Sur le papier, ça a l'air super logique, non? Je veux dire, qui s'opposerait au bonheur général comme but pour un État? Spencer s'y oppose farouchement, justement. Pas parce qu'il déteste le bonheur, hein, mais parce qu'il démontre que ce concept s'effondre totalement dès qu'on essaye d'en faire une loi pratique. Son argument central, c'est que le bonheur, ça n'a aucune réalité objective. C'est subjectif, quoi. Voilà, c'est infiniment variable. Ce qui rend un peuple complètement extatique, c'est littéralement un enfer pour un autre. Dans les extraits, il donne plein d'exemples culturels pour prouver qu'une législation universelle du bonheur, c'est une illusion totale. Ah oui, les contrastes qu'il utilise sont frappants. J'ai noté l'exemple de la maison. Pour nous, ou pour beaucoup de gens, avoir une maison en dur, bien isolée, c'est la sécurité absolue, le confort de base. Ouais, le rêve d'une vie. Mais il explique que pour le gitan nomade, enfermer son existence entre quatre murs immobiles, c'est perçu comme une prison. C'est une privation de liberté qui détruit son bonheur. Donc même définition, résultat opposé. Et il va plus loin. Il compare même les visions spirituelles. Tu prends le paradis hébreu, par exemple. C'est imaginé comme une cité paisible, remplie d'or, de blé, de vin. Bref, l'idéal d'un peuple sédentaire qui valorise l'abondance et la paix. D'accord. Et à l'opposé absolu, t'as le Valhalla de la mythologie nordique. Là, le bonheur éternel, c'est de se battre violemment toute la journée, de s'entretuer, pour être guéri magiquement la nuit et recommencer le lendemain. Wow. Donc le bonheur de l'un, c'est littéralement la torture de l'autre. C'est ça. Et il ajoute que cette variabilité, elle existe même à l'échelle d'un seul individu. Le bonheur d'un écolier affamé, c'est de s'empiffrer de pâtisserie. Un désir que ce même enfant, devenu philosophe des décennies plus tard, regardera avec une incompréhension amusée. Donc si on suit sa logique, si la cible, le bonheur, bouge sans arrêt selon la culture ou même l'âge, demander à un gouvernement de légiférer pour l'atteindre, c'est absurde. Absolument. C'est le cœur de sa critique contre la politique de l'expédient. Agir au coup par coup, sans principe fixe, pour maximiser un bien-être qu'on ne peut pas définir, ça mène systématiquement à des catastrophes. D'ailleurs, les textes regorgent d'exemples historiques de ces déraillements, et franchement, il y en a qui font froid dans le dos. Il y a ce cas en Bavière.
Ah oui, la loi sur le mariage. C'est ça. Les législateurs voyaient la misère des enfants, donc avec de très bonnes intentions, pour le bonheur de la société, ils ont décidé de s'attaquer à la pauvreté infantile. Leur expédient, c'était d'interdire le mariage à tous ceux qui n'avaient pas un capital financier de départ. L'idée, c'était d'empêcher les familles pauvres de se former et de faire des enfants malheureux. Exactement. Sauf que, tu l'as dit, la mécanique de l'échec est terrible. Ils ont cru pouvoir annuler un désir biologique profond juste avec une loi. Et les résultats, d'après Spencer, ont été catastrophiques. À Munich, cette loi n'a pas empêché les naissances. Elle a juste causé une explosion délirante des naissances illégitimes. Ça a atteint la moitié des naissances de la ville. Ouais, c'est fou. L'État a détruit le cadre protecteur du mariage et a précipité ces femmes et ces enfants dans une marginalité totale. Le mal a été décuplé. Et c'est rien à côté de son autre exemple, beaucoup plus sombre, sur l'Angleterre et la traite des esclaves. Ouais, l'abolition de l'esclavage est évidemment une avancée morale incontestable. Mais Spencer critique la méthode, les moyens employés par l'État pour forcer cette suppression. Voilà. Le gouvernement britannique a envoyé des navires de guerre pour intercepter les bateaux négriers. L'intention est louable. Mais l'intervention armée a modifié le comportement des esclavagistes d'une manière effroyable. Comment ça? Pour fuir les patrouilles militaires, les trafiquants ont abandonné les navires marchands classiques. Ils ont construit des bateaux ultra rapides, en sacrifiant tout l'espace à bord. Spencer raconte que les captifs étaient entassés dans des ponts de 45 cm de haut. 45 centimètres, mon Dieu. La mortalité est montée en flash, atteignant 35% pendant les traversées. Et le pire, face au risque de capture, certains capitaines n'hésitaient pas à jeter à la mer des centaines de personnes d'un coup, juste pour détruire les preuves. C'est une brutalité sans nom. Et ça nous ramène direct à notre métaphore du début. C'est comme essayer de réparer un programme informatique ultra complexe en effaçant des lignes de code au hasard sans connaître le langage. Le bug final est 1000 fois pire que le problème initial. C'est une excellente image. Pour l'auteur, quand l'État efface ses lignes de code par la force, il crée des boucles mortelles. Du coup, face à ces échecs, Spencer dit qu'il faut arrêter le bricolage politique. D'accord, mais alors, quelle est la boussole, hein? Si on fait pas ça, on fait quoi? Il propose de se baser sur des lois scientifiques de la morale. Et la base de ça, c'est l'existence d'un sens moral inné. Pour lui, on a un désir naturel de conduite droite, au même titre qu'on a le besoin biologique de manger ou de dormir. Totalement selon les cultures. Et après, il nous sort qu'il y a un instinct moral universel. Si on a tous la même boussole, pourquoi l'histoire est pleine de morales complètement opposées? Il s'attendait exactement à cette objection. Il cite lui-même ses détracteurs qui disent « Regardez, un Européen est horrifié par le meurtre, alors qu'en Inde, les thugs en faisaient un devoir religieux. » Ou la vengeance chez certaines tribus, oui. Exactement. Et sa réponse, elle est encore basée sur la biologie. Il compare le sens moral à l'appétit physique. Le besoin de manger. Personne ne conteste qu'il est universel, on est d'accord. Bah oui, on doit tous manger pour survivre. Pourtant, si tu regardes comment cet instinct s'exprime, il y a des variations délirantes. Il y a des peuples qui consomment de la terre toxique ou de l'argile. Ouais, ou on pourrait parler des Spartiates qui abandonnaient leurs bébés fragiles, ce qui va à l'encontre totale de l'instinct de protection parentale. Voilà. Mais pour Spencer, ces régimes aberrants ou ces atrocités historiques ne prouvent pas que l'instinct de faim ou le sens moral n'existent pas. Ce sont juste des perversions causées par des conditions environnementales extrêmes. Le signal est brouillé, mais l'aiguille magnétique de la boussole, elle existe toujours. Bon, mettons qu'il y ait cette boussole innée, même un peu cassée. Comment il passe de cet instinct souvent corrompu à une vraie science exacte de la morale? Par une méthode très stricte. Pour lui, la science de la morale ne doit pas étudier l'humanité actuelle qui est pleine de défauts. Elle doit modéliser un idéal humain parfait. Ah, d'accord. Il prend l'exemple de la géométrie. La géométrie, elle n'étudie pas les lignes tremblantes qu'on trace dans le sable. Elle utilise des droites mathématiquement parfaites. Sans ça, impossible de construire des bâtiments solides. La physiologie, c'est pareil. Elle étudie un corps en parfaite santé, pas un mélange entre un homme sain et un malade du choléra. Donc, sa morale, c'est un peu la physiologie du comportement. Ça décrit des interactions entre des gens en parfaite santé morale. Exactement. Ouais, sauf que... Ah là, c'est moi qui bloque. À quoi ça sert de faire des règles absolues pour des humains parfaits alors que notre monde est plein de gens imparfaits,
avide, violent. C'est comme donner le manuel de vol d'un vaisseau spatial à un gars qui essaie de réparer une charrette embourbée. Ça l'aide pas du tout dans l'immédiat. C'est une super métaphore. La réponse de Spencer serait de dire « Si le but final de notre évolution sociale, c'est de voyager dans l'espace, il faut absolument savoir à quoi ressemble un vaisseau parfait. Sinon, la charrette s'améliorera jamais dans la bonne direction. » C'est ça. Il admet que cet idéal pur ne nous dit pas comment gérer un criminel violent aujourd'hui. Mais si on abandonne la ligne droite sous prétexte qu'on est tordu, on perd tout repère. On ne sait plus dans quelle direction évoluer. Ce concept d'évolution, justement, ça nous amène à l'un des points les plus provocateurs des textes lycifiés, sa vision du mal. Pour Spencer, la cruauté, l'injustice, c'est pas un péché originel, c'est juste de la biologie. Ouais, il désacralise totalement le mal. C'est froidement mécanique. La souffrance, c'est juste la conséquence d'un organisme qui n'est pas encore adapté à son environnement. Il a une métaphore animale très marquante là-dessus, avec le lévrier. Le lévrier anglais dans les enduits. Quand on l'amène sur les hauts plateaux, au début, le chien n'arrive pas à chasser. L'air est trop rare, il s'essouffle, il souffre physiquement. Son corps n'est pas adapté, tout simplement. Voilà. Mais sur plusieurs générations, ces lévriers développent des poumons beaucoup plus grands et retrouvent leur capacité. L'espèce s'est modifiée pour éliminer la souffrance causée par l'environnement. Et donc il applique ça à la psychologie humaine. Totalement. Il dit que notre souffrance sociale vient de notre passé de prédateur. À l'origine, pour survivre dans la nature hostile, l'humain devait être égoïste, agressif, solitaire. L'agressivité, c'était une qualité vitale, pas un défaut. La pitié, ça te tuait. Exactement. Sauf que l'humanité s'est multipliée, on a dû vivre entassé en société, le nouvel environnement exige la coopération, mais l'évolution biologique est très lente. Donc on garde nos vieux instincts de prédateur dans un monde civilisé. Les crimes, les tromperies, c'est juste ça. Des instincts archaïques inadaptés à notre nouvel environnement social. Franchement, c'est d'une froideur. Dire que le crime, c'est juste un défaut d'adaptation, ça sous-entend qu'il faut s'asseoir et attendre des milliers d'années que la biologie fasse son œuvre. Dire à une victime d'injustice « Désolé, notre espèce est dans une mauvaise phase », ça fait vraiment justification pseudo-scientifique pour laisser les forts écraser les faibles, non ? C'est d'ailleurs l'objection majeure qu'on lui fait depuis un siècle. On le voit souvent comme le père du darwinisme social. Mais dans sa logique à lui, c'est pas de la cruauté, c'est de l'optimisme scientifique. C'est sa théorie de l'évanescence du mal. L'évanescence du mal. Oui. Comme la nature force l'adaptation, nos traits de prédateurs vont finir par s'atrophier car ils ne sont plus utiles. Et nos facultés sociales vont se développer. Donc, mathématiquement, le mal doit disparaître un jour. C'est très optimiste sur le long terme, même si le court terme est plein de frictions tragiques. Si je résume avec mes mots, c'est comme si l'humanité traversait une immense crise d'adolescence évolutive. On a le corps d'une société moderne, mais encore les vieux réflexes psychologiques de notre passé sauvage, ce qui nous fait trébucher sur tous les meubles de la civilisation moderne. C'est une excellente image. Nos vêtements psychologiques ne sont plus à la bonne taille. C'est ça. Mais alors, la question pratique se pose. En attendant que l'humain soit parfaitement adapté, quelles règles on doit suivre pour limiter la casse sans bloquer cette évolution ? Et c'est là qu'arrive la clé de voûte de son système, le premier principe. Le principe de liberté égale. Exactement. Pour que l'adaptation se fasse, l'homme doit pouvoir utiliser ses facultés. Donc, la règle absolue, c'est ça. Chaque individu a la liberté de faire ce qu'il veut, à condition de ne pas enfreindre la liberté égale de tout autre individu. Ton champ d'action est illimité jusqu'à la frontière du champ d'action de ton voisin. Voilà. Mais là, les textes font une distinction hyper fine et super importante aujourd'hui entre violer un droit et juste blesser les sentiments de quelqu'un. Pour Spencer, la frontière est limpide. Ouais, cette nuance est cruciale. Le premier principe protège contre l'entrave physique ou la coercition, mais pas contre la douleur émotionnelle. Il donne l'exemple d'un honnête homme et d'un voyou, je crois. Oui, un homme découvre que son collègue est un escroc et coupe tout contact avec lui. Ça cause une énorme douleur sociale et émotionnelle à l'escroc. Mais l'honnête homme n'a violé aucune liberté. Il a juste exercé son droit d'association. L'autre exemple qui m'a marqué, c'est très visuel, c'est celui du protestant qui vit dans un quartier catholique. Lors d'une procession dans la rue, le protestant refuse d'enlever son chapeau. Ça choque tous ses voisins, ça heurte vraiment leur sensibilité religieuse. Et pourtant, il respecte totalement le premier principe. Il offense une convention, il blesse des sentiments, mais il n'empêche personne de pratiquer sa religion. Spencer prévient,
si on commence à limiter la liberté fondamentale juste pour ne pas froisser les sensibilités ou les préjugés des autres, on détruit la possibilité même de la justice. L'offense n'est pas une violence. L'offense n'est pas une violation. C'est puissant. Mais ça soulève un énorme problème de mécanique interne. Lequel? Si on est encore ces prédateurs égoïstes en pleine évolution, comment une créature aussi centrée sur elle-même peut, de manière naturelle, respecter la liberté des autres? On peut pas mettre un flic derrière chaque citoyen. Il y a un mécanisme pour expliquer ça. Oui, et il va le chercher chez Adam Smith, dans sa théorie des sentiments moraux. Ce mécanisme, c'est la sympathie. Mais attention, au sens premier du terme, sympathos, souffrir avec. Pas juste être poli, quoi. Non, c'est neurologique, c'est physique. C'est vrai que le texte détaille des trucs très physiques. Genre, si on voit quelqu'un au bord d'un précipice, on a nous-mêmes un sursaut involontaire. Ou voir une vilaine blessure sur quelqu'un d'autre, ça nous donne des frissons ou des démangeaisons. On ressent une copie de la douleur de l'autre. La sympathie s'active. Il ressent physiquement une partie de la détresse de l'autre. Ah, je vois. Et pour éviter de ressentir cette douleur par ricochet, l'homme va commencer à intégrer qu'il ne faut pas faire de mal aux autres. La justice naît de là. C'est l'égoïsme, passé au travers du filtre de l'empathie physique, qui crée le respect de la liberté égale. Si je visualise le truc, la sympathie, c'est comme les bandes rugueuses blanches sur l'autoroute. Comment ça? C'est une alarme physique. Quand on commence à dériver sur la voie de notre voisin, le volant vibre fortement. Ça nous réveille. Ça permet de garder l'ordre sur la route sans avoir besoin de barricades en béton partout ou d'une voiture de police tous les kilomètres. L'analogie est parfaite. Et pour Spencer, plus l'espèce évolue en société, plus ces bandes rugueuses deviennent sensibles. La sympathie s'affine tellement qu'il deviendra un jour physiquement impossible de faire du mal à autrui sans en souffrir soi-même atrocement. La contrainte de l'État deviendra obsolète. Ce qui nous permet de boucler la boucle de notre décryptage de façon magistrale. On est parti du constat de l'échec total de l'utilitarisme, cette idée que les gouvernements aggravent les maux en chassant un bonheur subjectif. Et on arrive à une vision scientifique où la morale est l'adaptation biologique de l'homme. Un homme en route vers la perfection sociale, guidé par le principe de liberté égale, avec la sympathie comme garde-fou naturel. Honnêtement, qu'on soit rebuté par la froideur du déterminisme biologique de l'auteur ou fasciné par la pureté de son premier principe, ces textes forcent le respect. Ça nous oblige à voir la criminalité et l'égoïsme non plus comme de simples échecs moraux à punir par toujours plus de lois, mais comme les vestiges d'une évolution en cours. C'est un changement de paradigme complet sur la fonction même de l'État. Absolument. Et ça nous laisse sur une ultime réflexion un peu provocatrice. Ah, je t'écoute. Si, comme il l'affirme, le mal disparaît inévitablement grâce à notre adaptation biologique et à la sympathie naturelle, est-ce que notre empressement constant à vouloir accélérer les choses avec des lois coercitives, en voulant protéger les gens à tout prix, est-ce que ça ne risque pas, paradoxalement, d'entraver notre capacité à développer cette fameuse sympathie interne ? En voulant forcer le bien, ne risque-t-on pas d'arrêter le moteur de notre propre évolution naturelle ? Voilà, de quoi nourrir pas mal de réflexions pour ceux qui nous écoutent. C'est une excellente question pour conclure, en effet. Merci d'avoir suivi cette exploration philosophique avec nous et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées.